Vous n'aviez pas d'affinité particulière pour un produit ou un autre à la base? Le quoi. vin. Le vin. Ouais, bah, c'était pas la bonne région par contre. Hein. Ça démarre juste dans la région. Ouais, ça commence tout juste, 8 ans plus tard. Le vin, ouais. Le métier de cidriculteur est différent du métier de vigneron dans le sens que le vigneron, c'est quelqu'un qui travaille énormément dans sa vigne, quoi. Nous, finalement, ça se limite à un coup de taille en hiver. Par contre, après, le travail de transformation est, à mon avis, plus délicat, plus tendu que celui du vigneron. Parce qu'on a une fermentation qui est un peu plus délicate à gérer, qui génère des soucis qui sont pourvoyeurs de cheveux blancs, quoi. Moi c'est François, prof défroqué et cidrier depuis 8 ans. Moi, Marc, ex-photographe et cidrier depuis 8 ans. Les deux. Mon capitaine. L'idée de départ c'était le concept Marc parce qu'il avait fait une formation, toi c'était... Culture et développement durable. En fait on cherchait un endroit pour se poser quoi, Ouais. et c'était pour faire une activité culturelle avec Ouais. un support agricole. Ouais, voilà. C'est ce qu'on cherchait, on a exploré un peu du maraîchage, on ne trouvait pas. Donc progressivement, sans vraiment le chercher, sans vraiment le planifier, à se retrouver donc avec 6 hectares de pommiers, des fruits qui commencent à grossir et une production qui avance, quoi. Donc la première année, ça a été un petit peu à l'arrache parce qu'on a démarré plein de trucs en même temps. À la fois l'activité culturelle, la production, et c'est la première année, il y a eu l'export aussi déjà direct. Ouais, enfin, on Ouais. était un peu plus connus pour l'activité culturelle qu'on faisait sur le Ouais. sur Bah, la ville. Rejoindre les deux cultures, quoi. Voilà, Ouais. c'était ça. C'était celle qui nourrit le corps et celle qui nourrit l'esprit. quoi. Mm. Donc c'était un peu le fil conducteur. Celle qui nourrit le corps a pris le dessus quand même. À travers la culture, celle qui nourrit l'esprit, les amener vers l'environnement, vers toutes les formes d'éducation un peu autour du lieu, parce que c'est un beau terrain de communication, quoi. On s'est pris au jeu après, donc à faire du cidre. Tu fais les choses avec du cœur. Ouais, bah oui. Généralement, tu te plantes pas trop. L'activité culturelle, ça s'est décliné de différentes façons, donc ça a été des concerts, beaucoup la première année, il y en a eu 8, c'était un truc de fou, quoi. Et puis au début, on a aussi pas mal travaillé avec les établissements scolaires, quoi. On a monté de la pédagogie du lieu, donc à travers une culture scientifique. Moi, c'était ma formation de départ, c'était scientifique. Et je trouvais intéressant d'avoir un support concret, quoi, pour faire des sciences. Comme étant un lieu où on produit du cidre bon et un endroit où on passe des bonnes soirées aussi, quoi. Donc voilà, c'est les deux choses qui se... Et finalement, c'était le but de départ et puis c'est ça qui se passe, quoi. Donc ça, c'est plutôt ça. Objectif réussi. Nous, c'est vraiment de l'agriculture biologique, mais c'est extrême parce qu'on va beaucoup plus loin que le cahier des charges du bio, quoi. En fait, depuis le début, je pense qu'on a dû sortir 2 fois des traitements. C'est les 2 dernières années, donc c'est des invasions de chenilles. Ça t'y peut rien, quand tu as une série de chenilles qui sort et puis qui va dans ton verger, c'est un coup de chalumeau sur tes arbres, il ne reste plus rien du tout, quoi. Soit tu laisses les choses s'installer, soit tu traites. On a traité avec des traitements autorisés en bio, c'est des bactéries qu'on pulvérise, qui vont détruire les chenilles, et puis voilà. Et c'est vraiment les seules interventions qu'on a pu faire. Le pari d'une biodiversité, d'un milieu dans lequel il y a des parasites, il y a des choses qui se passent, mais on essaye de limiter au maximum l'impact et surtout limiter au maximum les interventions. Finalement, sur les arbres, on fait pas grand-chose et on en fait presque de moins en moins, quoi. Il y a une taille qui est une taille surtout de prévention pour aérer un petit peu les arbres. Et c'est pas une taille de mise à fruit, hein. Tu as l'impression que ces arbres, enfin un arbre, ça se débrouille quand même, ça se débrouille tout seul, quoi. On a des arbres qui sont plutôt en bonne santé, qui sont productifs. On a un verger qui est faiblement alternant, quoi. Quand on a un collègue là, pas loin d'ici, lui c'est on, off, tout ou rien. Il y a une apicultrice là, qui a installé des ruches là-bas, donc ça c'est un auxiliaire qu'on laisse travailler, hein, ça favorise la pollinisation. Nous on est plus dans la prévention des problèmes en fait, c'est pas laisser traîner de fruits pourris parce que ça c'est des choses qui risquent d'ensemencer et de coloniser les arbres. On pose des bancs de pièges qui sont des simples cerclages de carton qui vont choper les larves qui sont en migration le long du tronc. En fait ces larves elles sont dans l'arbre, elles descendent dans le sol pour aller faire leur cycle et quand elles tombent sur un endroit qui est humide,
et sombre, type sol, ça s'arrête là-dedans. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a installé quelques nichoirs à mésanges aussi, parce que la mésange, elle travaille pour nous, hein, elle va aller choper les insectes. Et les moutons, alors ça, les moutons, ça c'est l'innovation extraordinaire, quoi. À partir du moment où tu as des moutons, bah, tu arrêtes de sortir la tondeuse. Nous, on a un gars qui a des moutons mais qui n'a pas de terre. Bah, tu vois, il trouve des gens qui ont des terres mais pas de moutons. D'accord. Et le deal, c'est bah, on achète le matériel pour faire la clôture et puis après il s'occupe de tout, de A à Z. C'est un artiste du mouton, quoi. C'est vraiment Ouais. champion du monde de la tonte. Tonte manuel au ciseau. Ouais. Il détaille en plus. Il détaille en plus. La c'est à peu près tout à la même hauteur. Alors là, nous on les a taillés et quand il y a des pommes, c'est chargé, ça descend un peu, quoi, et donc ils vont aller grignoter des petits bouts de branches. Ils enlèvent les branches qui sont trop basses. C'est formidable comme animal. Bon, ils taillent pas dans les arbres, il faudrait qu'on mette des singes. On a 6 variétés. Et le verger est bien conçu en fait du point de vue de l'assemblage de variétés. En gros, de toute façon, il aurait été mal conçu, on aurait fait avec. Hein. Mais voilà, il se trouve que c'est des variétés qui sont bien choisies. Alors ça n'a pas été un verger très bien conduit au départ, donc on a eu un gros boulot nous, de rattrapage en fait. En fait, nous, avec nos 5 hectares, on n'a pas la totalité de notre production. Et l'idée qu'on a eue, c'est d'aller valoriser des vergers autour d'ici. Donc dans un rayon d'une dizaine de kilomètres. Les pommes qui viennent de l'extérieur, c'est ce qui nous permet de fabriquer le cidre un petit peu d'entrée de gamme qui s'appelle le cidre d'ici. Donc c'est vraiment la notion de cidre local qui est ici. Le goût du cidre, au final, il vient de la pomme, mais pas que, quoi. Il y a une énorme origine du goût, c'est la fermentation elle-même. Parce que les levures, c'est elles qui font le goût, en fait. Beaucoup. J'ai l'impression de le vivre de plus en plus, quoi. Le dérèglement climatique, c'est un truc, pour moi en 8 ans il s'est passé un truc. Les conditions sont vraiment très différentes entre maintenant et ce qu'il y avait il y a 8 ans. La première année on a terminé, c'était une presse pour s'amuser, mais c'était le 25 décembre. Cette année tout était plié début novembre. Et ce qui se passe dans le vin, il se passe également dans le site, c'est qu'on a des mous qui sont de plus en plus sucrés, donc on a des boissons qui sont de plus en plus alcoolisées, quoi. C'est une réalité qu'on touche du doigt et moi la question que je me pose pour l'avenir c'est la pérennité de ce genre de culture, quoi. Comment le pommier va se comporter avec un climat qui va devenir clairement de plus en plus sec, avec des épisodes très pluvieux, des moments de très grande sécheresse, etc. On fait 8 cidres différents, c'est 8 recettes différentes. On va savoir que ça c'est mûr, ça c'est mûr, ça c'est mûr. On va ramasser, on va préparer notre recette. Tant de pourcents de telle pomme, tant de pourcents de telle pomme, tant de pourcents de telle pomme. On va envoyer nos ramasseurs ramasser tout ça. Et puis ensuite on va avoir 1 ou 2 jours à suivre de presse. Où on va justement ce coup-ci faire que ça, du jus. Et donc on envoie dans les cuves. Mais c'est par recette. Et je sais que ça c'est une petite différence qui peut exister avec certains collègues qui vont traiter telle pomme en jus pur, telle pomme en jus pur, telle pomme en jus pur. Et qui vont faire leur assemblage après. C'est un peu, c'est one shot, hein, on n'a pas. C'est difficile à rectifier, quoi. Ouais, c'est un sacré pari de se dire. Mais je pense que gustativement c'est plus intéressant, quoi. Parce que t'as toutes c'est assez bizarre cette chimie-là, moi je la connais pas. Et toutes les interactions qui se font dans le jus, c'est forcément les pommes différentes apportent des choses différentes, donc il y a beaucoup d'interactions qui se font là-dedans, quoi. Tu n'auras pas si tu es en monovariétal, quoi. Mais c'est du. Moi ça a été pour moi en tout cas dans mon histoire un choc culturel, quoi. Moi au début j'étais là comme un taré à tout mesurer, il fallait que je puisse tout mesurer, être sûr de machin, avoir des mesures précises comme je faisais au lycée avec des appareils étalonnés, puis là t'arrives, c'est... L'association avec Marc, qui n'a pas cette culture scientifique, lui il était photographe, donc il était plus créatif, plus intuitif. Il y a eu un petit choc culturel au départ, quoi. Lui, il avait cette inventivité, puis cette ouverture d'esprit qui fait qu'un cidre, c'était pas, ça devait pas être ça, quoi. Ça pouvait être ça, mais ça, mais ça, mais ça. Quand je suis allé à l'école, moi, pour apprendre à faire du cidre, je suis arrivé avec des idées très précises, quoi. Puis en fait, tu te rends compte que non. C'est une presse à paquet, donc c'est une presse ancienne, c'est une technologie qui a pratiquement toujours existé. L'idée c'est de mettre le marc de pomme, de l'enfermer dans des toiles, qui étaient à l'origine des toiles de jute, maintenant c'est de la toile synthétique. D'accord. Et donc on va avoir 2 personnes qui sont ici, le marc arrive en haut, donc il y en a un qui ouvre la trappe, ça fait splash, et puis ça éclabousse partout. Et on va faire un niveau
Tu remets une clayette, tu récupères, tu remets ton sac, etc. etc. Donc tu vas Ok. monter comme ça sur une douzaine de niveaux. Après, Une fois que tu c'est prêt, il y a Tu une bascules. petite manivelle, donc c'est-à-dire que le niveau technologique est quand même élevé. Une ficelle, une manivelle. Ouais. Tu tires tes 400 kg et l'air de rien ça marche. 400 kg. Donc ça, à ce moment-là, on actionne la presse, ça descend. Ouais. Et pendant ce temps-là, les deux personnes qui sont là remontent le gâteau suivant. D'accord. D'accord. Et donc ça va tourner comme ça en permanence. Ok. Baphomet, c'est un cidre qui est élevé sur des lits de pommeau. Moi, ça serait le Gilvik, la petite cuvée pour son côté aérien, léger, poétique, utile dans le monde d'aujourd'hui. Un truc un peu Féminin. féminin si on veut. C'est sexiste comme remarque. Mais... Xtra, ouais, le X c'est 2018, ouais, une année où en fait on avait vachement de soleil, donc hyper sec, beaucoup de sucre, des potentiels alcooliques énormes. La dernière cuvée en fait on avait décidé sur un truc qui était fort de faire un cidre fort sec, voilà, en espérant qu'il fasse sa bulle, mais il n'a pas fait sa bulle. Enfin il l'a fait très très peu. Donc lui il a 2 ans, toc, donc il est tranquille on va dire. On l'a pas vendu l'année dernière, puis cette année en fait on le vend parce qu'on on voulait qu'il fasse la bulle mais il la fait pas. Mais en fait il est très bon comme ça, c'est quasiment un vin de pomme en fait. J'en ai bien concentré. Hein. Ouais, ouais, il a un super arôme de pomme. Cuite un peu, ouais. Presque pomme cuite, ouais. Ouais. C'est chouette. Ah ouais, c'est un autre domaine. hein. Ouais. Ouais. C'est bien sec en final, t'as Ouais. les tanins qui sont là. Ouais. Et c'est ça, il y a un côté. Enfin, moi je trouve que c'est presque vineux. Quoi. On arrivera sur. On va Donc le Gilvik, sa petite particularité, c'est un monocépage, monovariétal, quoi. Avec une pomme qui est originaire d'ici. Voilà, D'accord. c'est- C'est un gars qui a. Du coin qui a du côté de Bourg, je crois, ou de Brec, je sais plus exactement. Bourg, je crois. Auray, pays d'Auray. Plus vigné, moi je crois. Plus vigné, c'est à peu près dans ce coin-là. Qui a développé cette pomme. Ah ouais, Ouais. je savais pas. Monsieur Gilvik. Ah, c'est bon. Il a donné son nom à la pomme. Incroyable. Et il y a un gars qui avait fait un mémoire là-dessus que j'ai essayé de choper et j'ai jamais réussi. On le laisse fermenter un petit peu plus longtemps, donc il est moins sucré par rapport au cahier des charges Royal Gilvik où il y a plus de sucre. Il y a une fois un petit père qui était arrivé ici qui avait goûté ça, il dit ah bah ça c'est le Gilvik qui avait dans le temps. Tu vois, moins sucré quoi. Ouais. Moins sucré. En fait c'est un truc qui nous a bouffé le goût, c'est la quantité de sucre qu'on met partout quoi. Et voilà, dans le temps on buvait beaucoup moins sucré quoi. Cidre d'ici, ça c'est le cidre qu'on fait avec toutes les pommes qu'on récolte et chez nous et ailleurs. Quoi. Je sais pas, il y a entre 20 et 30 variétés de pommes différentes. Quoi. Et en fin de compte, du coup on a une moyenne qui est assez régulière tous les ans. Quoi. C'est assez amusant. Toutes les lits qui vont se mettre au fond, qui vont faire une sorte de boue, on va dire. Quoi. Donc on récupère ça et puis en fait, au fur et à mesure des années, tu te rends compte que tu as des bidons qui font 20 kg et que tu es obligé de déplacer sans arrêt, parce que tu es obligé de les garder pour pouvoir prouver que tu as eu des pertes. Et donc à un moment j'en ai eu ras-le-bol de ça. Et en fait j'ai tout mis dans une cuve et puis j'ai remis du cidre par-dessus. Enfin j'ai mis un cidre en fermentation dessus. Et donc ça fait une grosse bouillasse quoi. Et ça a donné ça. C'est ça. Donc la première année c'était super, la deuxième année ça n'a pas été terrible. Donc on l'a laissé en bouteille, on ne l'a pas vendu, puis en fait ça a mis super longtemps à s'assembler et ça a donné un truc qui était plutôt agréable, quoi, qui avait développé vachement d'arômes, je trouve super intéressant. Quoi. Ce qui m'avait fait marrer c'est qu'il avait sur ses il a 2 tatouages sur ses bras, il a solve et coagula. Et ça veut dire résout et assemble. Ça résumait bien mon problème, un autre problème. Alors, ça c'est la gueule de bois. Alors, quelle est l'histoire? On venait de vider une barrique d'eau de vie. Donc, plutôt que de laisser sécher la barrique, on s'est dit on va mettre un cidre dedans Ouais. et puis on va redistiller quoi. Ouais. Et puis on a oublié. Puis en fait il s'est avéré que la barrique n'était pas du tout piquée, enfin que le cidre n'était pas piqué et qu'en fait ça avait développé un truc assez intéressant en termes d'arôme, mais plat. Et donc en fait l'année d'après, donc en 2014, on a remis un jus jaune dessus. Là on a mis en bouteille 2 tiers, on a gardé 1 tiers. Et en fait ce tiers-là, il a servi l'année d'après à refaire la même opération. Si tu veux, donc dans la 3e année, tu avais des pommes de 13, de 14, de 15. Ben voilà l'histoire.
Ah bah ouais, moi ça serait une boisson méconnue, enfin je sais pas, négligée, oubliée, quoi, qui a beaucoup plus de qualité que ce qu'on imagine, beaucoup plus de diversité surtout, quoi. Et moi, je pense que c'est un champ qui est quasiment vierge et qui est vraiment à explorer, la manière des vignerons.